Aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose qui m'est assez souvent évoquée et qui peut avoir pour nom syndrome de l'imposteur, sentiment d'illégitimité. Je préfère vous parler des doutes. On va parler du doute et de comment on travaille avec le doute. Alors c'est quelque chose qui vient beaucoup de mes amis doctorants ou jeunes docteurs, quoi qu'on soit plus si jeune que ça. Mais qui est bien plus large. Donc voilà, sentiment de l'imposteur ou de l'impostrice, sentiment d'illégitimité, mais je vais pas y arriver, mais pourquoi moi? Ce sont des choses que je ne connais pas tellement, pas parce que je ne les ai pas connues, mais parce que je m'en suis débarrassée. Alors je voudrais dire pas mal de choses là-dedans et on va voir comment elles peuvent venir. Alors ça va revenir pour moi à vous dire comment en fait je bosse et comment j'ai mis en place cette façon de bosser et d'écrire plus largement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de thèses ou d'articles ou d'oser envoyer une com à un colloque ou ce genre de choses. Pour moi, c'est beaucoup plus large. Et en fait, c'est assez ancien parce que, bon, mais voilà, je vous l'ai déjà dit, j'ai passé l'agrégation plusieurs fois. Je peux pas dire que ça m'ait donné, dans ces années-là, une grande confiance en moi. Mais je me suis jamais dit, faut pas y aller. Je me suis déjà dit que j'avais l'air idiote de la repasser et que si, bon, si j'avais pas réussi à l'avoir, je me sentirais forcément plus mal. Et je vois bien que bah, j'ai pu le faire parce que j'étais dans des circonstances relativement privilégiées, parce que tout est quand même relatif. Ça a été très dur à plein de niveaux, hein, notamment aussi à un niveau familial, hein, de travailler comme ça, l'agrégation, plusieurs années de suite. Ça pose des problèmes hein, avec l'entourage proche, ça peut laisser des traces, bon, c'est pas mal de choses de cet ordre-là. Et plus largement, il m'a fallu, dans mon parcours, on va dire là, franchement personnel, être capable à un moment de me dire que ce que je pensais, que ce que je croyais, que ce que je voyais était même pas légitime, réel. Et que je vivais pas dans une fiction. Et que, là je pense vraiment au féminisme, hein, à un moment, les analyses des féministes, ou plus largement des gender studies, hein, qui ne sont pas toujours féministes, ne sont pas forcément des fictions. Alors après, voilà, ce sont des sciences, il faut faire le tri, il faut confronter, etc., des méthodes, plein de choses. Mais ça marche pour les autres domaines, ça. C'est pas seulement un truc de gender studies. Voilà, mais que, en fait, si je suis féministe, c'est parce que, si on le réduit à quelque chose d'épistémologique, et c'est quand même important l'épistémologie, c'est que les choses que je ressentais, en fait, elles ont eu besoin d'avoir un socle, et politique, et scientifique. Et je l'ai trouvé, ce socle, et ça m'a bien prouvé que ces sentiments, eux-mêmes, étaient légitimes. Tout ça pour vous dire que ce sentiment d'illégitimité, il peut être très ancien et se trouver dans d'autres domaines. Voilà. Bon, ça c'est une question que j'ai réglée, mais que j'ai réglée par beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Et là, je parle autant du féminisme que de ma scolarité, en fait, de mon parcours universitaire. Bon, je suis plutôt une bosseuse, je crois que j'ai un parcours qui le montre. Et en fait, peut-être que le boulot est un moyen de fuir, ou une échappatoire, j'y crois pas trop, parce que je bosse quand même beaucoup sur des choses qui sont franchement douloureuses. Donc il y a un moment où bon, bah, la fuite en avant, ce serait de ne travailler que sur des choses qui me plaisent et qui sont agréables, hein, c'est pas le cas. Franchement, c'est pas le cas. Ah, j'ai un peu tendance à dire, et je sais que c'est désagréable, que le meilleur moyen de régler ce qu'on appelle le sentiment ou le syndrome de l'imposteur, je suis désolée, c'est pas un syndrome c'est médical, hein. Ce serait, enfin, on va dire le sentiment de l'imposture, ce serait bah, de bosser. De bosser, bosser, bosser. Alors, je vous dis ça, et là, je suis encore en train de gérer le peu d'énergie qui me reste après un burn-out. Donc, le boulot à tout prix, c'est pas toujours une solution, hein, voilà. Faut bien mesurer ce que je veux dire. Et je sais bien que ce n'est pas qu'une question de volonté. Je ne voudrais pas devenir nietzschéenne en vous parlant de triomphe de la volonté ou de ce genre de choses.
Par contre, je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent vraiment très bien pour, on va dire, s'en accommoder, voire le faire disparaître. À ce moment-là, des doutes, j'en ai plus beaucoup. J'en ai sur plein de choses. Mais je vais en avoir beaucoup plus, on va dire, sur le monde, les gens qui m'entourent, sur la possibilité de voir advenir quelque chose plutôt que sur ma capacité à le faire. À faire advenir un projet. C'est-à-dire que, en fait, je ne m'intéresse pas à des projets que je sais être infaisables, qui ne fonctionnent pas. Je ne m'emballe pas pour les projets de groupe. De toute façon, on remarque assez vite que des projets de groupe, on nous en propose beaucoup. Des projets de groupe qui durent plus de 2 semaines, il y en a beaucoup moins. Ou 2 mois. Voilà. Donc, moi, j'ai une optique assez franche, hein, tant que j'ai pas de désaccord profond ou vraiment d'impossibilité. J'accepte tout ce qu'on me propose. Je parle de boulot. Et de toute façon, on va dire que le temps fait son tri lui-même. Hein. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est super de lancer un projet pour l'abandonner pour plein de raisons. Et en fait, ça, je pense que ça fait partie du travail, en fait. Se dire que, bon, mais en fait, on va pas faire telle chose parce que ça, ce serait vraiment trop lourd, trop pénible, trop coûteux, en temps, en énergie, en fric, enfin, en plein de choses. Mais c'est bien, en fait. Ça se fait de soi-même. C'est pas forcément douloureux. Et ce ne sont pas forcément des échecs. Après, quand il s'agit de mes projets personnels, qu'il s'agisse de la thèse, d'un article, d'une com, d'une vidéo, et là je pense pas à un grain de lettre, hein, je pense à la fiction, qui demande quand même beaucoup plus d'écriture, je ne fais des projets, enfin je ne me donne que des projets qui sont faisables, parce que en fait je décide de ces projets pour qu'ils soient faisables. Et je les rends faisables, sinon je les abandonne. Mais ils ne m'intéresseraient pas s'ils n'étaient pas faisables. Ce qui m'intéresse, c'est de produire. C'est de rêver beaucoup, mais à un moment, grâce à cette rêverie en fait quasi psychopompe, de voir ce qui va se réaliser, et ça c'est semi-rêverie, semi-travail acharné. Et les deux vont ensemble en fait. Alors je peux rêver sur des choses qui ont absolument aucun rapport avec le boulot, mais qui vont donner du boulot. Et rêver sur la rêverie elle-même, et ça m'amène à développer un passage que j'espère pas trop mauvais sur la métaphore dans ma thèse. Ça va ensemble. Et ça se complète. Alors qu'est-ce que c'est un projet faisable ? En fait, c'est-à-dire que je peux rêver d'un projet en lui-même ou me donner tel ou tel projet, j'aimerais bien écrire un article là-dessus, mais dans les faits, en fait, les projets, la véritable naissance des projets provient pour moi de la délimitation de mes compétences et de mes ressources. Et dans mes ressources, je ne parle pas juste est-ce que je suis bonne ou pas pour faire telle ou telle chose. Je parle vraiment de est-ce que j'ai les sources pour faire ça ? Est-ce que j'ai le matériel pour réaliser telle chose ? Est-ce que j'ai les personnes à solliciter pour tel tournage ? En fait, je parle de choses concrètes. Est-ce que ça, c'est possible ? Alors après, c'est un jeu de rétroaction. Mais le possible m'amène à... En fait, j'essaie de transformer le possible en envie et ensuite de réaliser le projet lui-même. Et ça marche pas mal. Et ça me permet en fait d'avoir toujours une dizaine de projets, on va dire, sur... je sais pas si le mot projet est toujours très beau, mais j'aime cette idée de projection. Mais d'avoir toujours une dizaine de projets, au moins sur le feu, qu'il s'agisse d'articles universitaires, d'articles de blog, de vidéos, de choses plus larges. Et tout ça, ça entre dans un projet, on va dire, très global, ou d'un choix de vie qui est la science, la littérature, le style, et rien d'autre. Et de ne pas penser en termes de poste ou de carrière, où je ne vais pas être prise là ou là, sans personne n'est pris nulle part, hein. Mais de transformer ça, quel est le meilleur moyen d'arriver à telle chose, et plutôt quels sont les différents moyens que je peux mettre en œuvre pour pouvoir justement écrire des articles, écrire de la littérature ou tourner des vidéos. Je transforme. Ce qui me donne une autre force, ça me donne de la gentilité. Et ça me permet de me détacher des circonstances, des carrières, du fonctionnariat et de ce genre de choses. Et ça, en fait, c'est quand même assez précieux. Bon, ça correspond à mon éducation.
Pas d'emblée, alors pas tellement à mon éducation, mais plutôt à l'exemple que j'ai eu avec en fait, mon père, qui est quelqu'un qui bosse en indépendant depuis le début des années 90. 90, 91, je crois. Donc c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai mis beaucoup de temps à m'approprier, c'est pas venu tout de suite. Voilà. Mais ça donne donc ce qu'on appelle de la gentilité. Alors je me méfie de l'empowerment, hein, mais ça permet d'identifier les leviers d'action et donc d'agir. Et puis après, ben, pour le reste, il y a des doutes dans l'écriture. Oui, il y a des doutes, on ne sait pas, mais je crois qu'il faut réussir à déplacer ces doutes, du doute existentiel paralysant, pour le transformer en un doute sur telle ou telle modalité, ou, je sais pas, sur la construction d'un chapitre, plus que sur son droit à vivre. Voilà, je le dis de façon tragique, mais... Enfin, voilà. Alors pour ça, c'est pas la thèse ou le roman, ce sont des chapitres, des problèmes qu'on peut identifier, donc qu'on peut résoudre, et qu'on va se rendre accessible. On transforme la montagne en escalier. Et ça marche bien. Ça marche très très bien. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça n'empêche pas d'avoir des décisions radicales et on n'est pas obligé de finir sa thèse, par exemple. On peut aussi changer de thèse. Voilà. Mais, c'est-à-dire que la thèse n'est pas quelque chose de consubstantiel. C'est un boulot et c'est un projet. Et ça permet de le garder à distance et de se donner une maîtrise, en fait, sur ce boulot qui, certes, est important, prend du temps, occupe une grande partie de la vie et auquel on va toujours être ramené. Normalement, on ne fait pas plusieurs thèses, ça arrive, mais c'est pas très courant. Et puis si on en fait plusieurs, on est ramené à plusieurs thèses, ou au fait d'en avoir fait plusieurs, ce qui est quand même aussi questionnant. Et ça permet, je crois, de se faire vraiment le producteur ou la productrice de cet objet, souvent non identifié pendant un temps assez long, qui est la thèse. Et ma thèse, je sais pas si, alors là, elle est en voie d'achèvement, mais si elle correspond à un truc que j'ai rêvé ou quoi, enfin, j'ai pas tellement rêvé de ma thèse en fait. Et de me dire, je sais pas, comme à soutenance, tout le monde lancerait des feux d'artifice et des cotillons, enfin, je pense pas à ces choses-là. Par contre, je me demande s'il me faut une note de bas de page pour éclaircir tel point, et si tel point doit se trouver dans le chapitre 2.3 ou dans le 4.3. Pour penser, en fait, à l'objet, non pas à moi, et m'oublier dans l'objet produit, qui ainsi n'est pas moi, mais qui, évidemment, un jour, bien sûr que je me dis c'est moi qui l'ai fait. Et je crois en fait que, bon, mais voilà, ces moments de doute qui arrivent, il faut en fait suffisamment produire, en quantité et en qualité, autant que possible, en essayant d'être honnête, pas meilleur, en essayant d'être honnête et de faire bien, et c'est vraiment différent, pour à un moment pouvoir être fier de soi, et de se dire, tiens, j'ai quand même fait ça, ça et ça, et c'était pas trop mal. Ça marche pas mal. Ça marche pas tous les jours, parce que la vie elle est faite comme ça. Mais je pense pas que se demander quand on va envoyer une proposition à un colloque si on va être pris ou pas est une bonne chose. Non, il faut se demander si on a envie et comment faire pour être pris. Et puis une fois qu'on a envoyé, on n'y pense plus. On n'y pense plus. Parce que tout cela, en fait, on n'a pas de maîtrise sur le fait d'être pris ou pas à un colloque. Parfois, on ne nous répond même pas pour nous dire qu'on n'est pas pris. Ça arrive. C'est pas très bien, mais ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout cela les choses sont compliquées, elles sont souvent émotionnellement difficiles. Ah, je conseille de beaucoup, beaucoup écrire. En fait, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, pas tous les jours, il y a des jours où je n'écris pas. Hier j'ai écrit, mais j'ai écrit que ma thèse. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai un carnet de thèse, je ne sais même pas où vous le passer là, parce qu'il y a tout qui traîne. Alors parfois je recopie des citations, ça j'essaie de le faire plutôt à l'ordinateur, parce qu'en fait je reprends mes citations et ça m'évite de la page blanche. Je vais écrire des morceaux, alors parfois sur mon blog, parfois sur des fichiers, parfois sur des carnets, plein de carnets, parfois dans des lettres. Parfois, quand quelque chose m'aura plu dans une conversation, je vais l'écrire ensuite. Mais là, je parle pas de la complaisance du doute. Je parle vraiment des moments où on pense à un sujet intellectuel, littéraire, à des formules, à de la politique, à tout ça, tout, n'importe quoi, mais à du fond. Et
et je l'écris, et puis même quand, en fait, quand j'arrive pas à écrire, là, que, voilà, là, hier c'était pas facile parce que j'ai attaqué la 4e partie, ce sera la dernière. Bon, mais c'est beaucoup, hein, je sais pas s'il y a 150 ou 200 pages, que je reprends, que je restructure, que je dois compléter. J'ai les remarques de ma directrice qui ne sont pas toujours très amènes. Euh, c'est pas facile, hein. Bon, je fais un café, je fais une cigarette, ne le dites pas. Je réfléchis à ça, je fais une pause, voilà, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des pauses dans tout cela. Je réfléchis, et je prends mon... Alors moi j'aime bien écrire à la main, on n'est pas obligé, mais je prends mon carnet bleu de thèse, ça doit être le 8e que j'ai ouvert depuis... le 9e depuis 2014 et mon inscription en thèse, et avant, ces cahiers, c'était des carnets d'agrègues, en fait, des trucs de citation, mais c'est très différent de passer l'agrègue. Et je prends des notes, voilà, je me dis, bon, on en est là, alors, voilà. Et j'écris, mon plan c'est ça, là j'en suis là, les problèmes c'est ça, et parfois je les écris 3 fois de suite, hein, pour écrire. Et en fait, au bout d'un moment, ça vient. Ça vient, et je me dis, non, mais là, en fait, quand je l'écris, j'ai besoin de passer par l'écriture pour me le remettre en tête, et le ressasser, en fait, vraiment pour que ça entre. Et je me dis, bon, là, il y a tel truc, en fait, ça c'est pas cohérent. Et donc, en fait, je vais ouvrir un nouveau chapitre. Et donc, je suis passée de 3 à 4 chapitres hier pour cette 4e partie. Et donc, j'ai commencé à déplacer des bouts de thèse. J'ai pas fini, parce que je vais déjà voilà, faire le nouveau premier chapitre avant de passer au 2e, au 3, au 4. Voilà. Je fais petit à petit, parce que, bon, en plus, j'ai un logiciel qui plante en ce moment, donc ça aide pas. Mais, voilà. Et hop, déjà, hop, j'ai fait ça. Et donc, j'avais quelque chose. Ah, mais pour le coup, il me manque une intro. Bon, faudrait 1 page et demie, 2 pages pour introduire ce chapitre. J'aime pas les introductions. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette introduction? Bon, puisque je l'introduis, il faut bien que j'annonce des choses. Et pourquoi il faut que je les annonce? Et il est où le problème? Et c'était quoi le contexte à l'époque? Paf, 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 paf. Donc je prends des notes, et donc je fais mon plan. Là, un coup à la main, un coup à l'ordi, et je remplis. Et donc là, je vais parler de ça, et là, je vais parler de ça, et là, je vais faire ça. Ça se fait pas toujours au fil de la plume, hein. Ça se fait. Moi, je travaille beaucoup au fil de la plume, mais il y a bien un moment où il faut retravailler, hein. Et quand on retravaille, on écrit des choses qu'on n'a pas envie d'écrire, qui sont pénibles, qui vont demander... j'avais pas envie de rattraper les œuvres complètes d'Aristote hier soir, hein, pour lire les catégories. J'avais vraiment, vraiment pas envie. Quand même, j'ai des citations et ça m'a aidé à comprendre un truc chez Renan. Peut-être décrypter une allusion. Enfin, je pense que j'ai décrypté une allusion, mais je reste prudente puisque c'est allusif. Et donc de mettre comme ça, voilà, des petites échelles. Et en fait, à chaque fois, donc voilà, je vais reprendre mon chapitre. Alors là, je suis dans un travail de réécriture en ce moment. C'est pas marrant de se relire, hein. Et je vais, en fait, au fur et à mesure de mes avancées dans mon manuscrit, je me dis, mince, j'ai oublié telle citation, clac, il faudrait qu'elle aille là. Peut-être que l'endroit il va se déplacer, mais je vais rajouter la citation, mince, je ne l'ai pas encore incorporée, où est-ce que je la mets? Et je fais un trou dans le texte, je colle la citation, je la mets en forme parce que je ne sais pas travailler sur un texte qui n'est pas mis en forme à l'ordinateur, et puis je travaille là-dessus et j'en fais le commentaire et j'intègre, et pour le coup ça va peut-être m'amener à déplacer autre chose, et hop, je pense à une autre citation, je vais la chercher, etc. etc. Mais en fait, voilà, j'ai vraiment décomposé en plein de petits bouts, et il y a comme ça des va-et-vient entre le grand manuscrit et le petit morceau, la petite intro, les 2 pages. Et je fais la même chose dans un article. Alors souvent, mes articles, je vais d'abord les écrire au fil de la plume. Puis après, je les reprends. Alors, j'ai la chance, mais c'est pas venu tout seul, hein, mais d'avoir cette écriture. Alors pour les colloques, ça fonctionne pas mal, le fil de la plume. Il y a encore des choses que j'avais beaucoup reprises, notamment des conférences longues, hein, où là, il faut être beaucoup plus cohérent, et beaucoup plus structuré. Il faut être structuré tout le temps, hein. Mais j'ai la chance d'avoir une pensée assez logique. Et donc ça fonctionne pas mal. Ça, c'est parce que j'ai passé 4 ans à bosser la grecque comme une brute, à pondre des plans 20 par jour, à avoir fait ça en cagne, et parce que j'ai bossé la méthode comme une malade, quoi. Voilà. C'est pas que je suis douée, c'est qu'il y a 20 ans de boulot derrière pour en arriver à ça. Il faut bosser, quoi. Il faut bosser, il faut se forcer. Je veux dire, j'étais une hyperactive qui n'arrivait pas à rester assise, hein, quand j'étais au lycée. Et voilà, j'étais vraiment... Je me tapais des tôles en première, un peu moins en terminale, mais je me tapais des tôles parce que je n'arrivais pas à comprendre la question et que je partais dans le mur, parce que paf, j'avais une idée qui m'amenait ailleurs. Le fil de la plume ne fonctionnait pas. Il a fallu que je structure et que je rende logique tout ça. Et ça, c'est effectivement la prépa, l'épuisement aussi, mais le surtravail et même le surmenage qui m'ont amené
à avoir une pensée parfaitement logique. Et notamment les leçons d'agrég, les dissertations, ce genre de choses. C'est pas que j'aime ça, hein. Je n'aime pas ça. Mais par contre, je vois bien, et je le vois aussi avec mes étudiants, mais ça permet de penser. Je pense qu'il y a d'autres exercices qui permettent de penser, que c'est très bien, il n'y a pas que les dissertations. Mais ça marche pas mal. Donc là, il faut bosser, quoi. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup bosser pour avoir une pensée logique. Et puis, c'est hyper humiliant, quoi, de se relire, de relire les commentaires de ses profs, de ses relecteurs, de voir qu'on n'a pas été bon, qu'on a fait une faute d'accord absolument nulle, qu'on a oublié le verbe dans une phrase. C'est la honte, hein, voilà, pour tout le monde. Et bien sûr qu'il y a eu des doutes. Mais par contre, je crois vraiment que quand on oublie l'ego dans ces affaires-là et l'orgueil, qu'on oublie qu'on arrête plutôt avec l'idée qu'un article ce serait comme une copie, hein, une dissertation ce serait soi qui est jugé, on peut commencer à vraiment bosser en fait. Et c'est là qu'on sort quelque chose de plus intéressant et dont paradoxalement on peut être plus fier après. Et qu'on a moins peur de montrer parce que les réactions finalement elles sont sur le texte. Bien sûr que les gens se disent oh, il écrit de bons articles, ou il n'écrit pas de bons articles, ou j'adore sa façon de cerner les problèmes. Bien sûr que l'ensemble de nos articles fait notre parcours, mais c'est une partie du parcours. Et ça prend du temps, et en fait je suis très heureuse. J'écris mon premier article a été publié en 2013 ou 2014, je sais plus si c'était fin 2013 ou début 2014, donc c'était... et c'était sur un colloque qui avait eu lieu 2 ou 3 ans avant, j'étais encore en master, c'était très tôt. Ça a été abominable en travail de réécriture et de correction, c'était beaucoup trop tôt, en plus c'était en allemand, alors c'était difficile. Sur un sujet qui m'est maintenant lointain, c'est le sujet thèse que j'aurais dû avoir en fait au départ, que je n'ai plus, je reviendrai dessus un jour. Mais ça a vraiment été très difficile et je me rendais pas compte de ce que c'était et que c'était très différent de faire un exposé ou de développer pour un oral. Vraiment, je comprenais pas. Et cet article, je peux pas dire que j'en sois très contente en soi. Alors, je suis très contente parce qu'il a été publié tôt, parce que c'est une publication internationale, des choses de cet ordre, mais en soi, il est pas fantastique comme article. Hein, et mes premiers articles publiés, mon premier article sur Renan, bon, il est descriptif, hein. J'arrivais pas à faire plus. Et je me souviens que ma directrice me poussait, et il y a eu un moment en fait où déjà j'avais trop travaillé dessus et je voulais lâcher ça. Et où je me suis dit, mais c'est pas grave s'il n'est pas excellent d'emblée, je suis une jeune doctorante et c'est mon premier sur un an et c'est important pour moi de le faire. Mais j'ai pas envie de placer la barre trop haut dès le premier article et je trouve que mes articles qui ont suivi sont bien meilleurs. Mais parce qu'il m'a fallu ce premier article renanien et ce premier article donc sur le voyage éducatif. Et c'est en fait mieux, je trouve, d'offrir aux gens qui nous lisent, et personne ne lit mon article allemand, hein, mais d'avoir au moins cette fiction de, si on reprend mon parcours, à un moment, si, je sais pas, si un jour je deviens intéressante, de voir que, les nains aussi ont commencé petits, quoi. Et, et que ça se fait pas tout seul, en fait. Je pense que c'est aussi une attitude généreuse que de montrer quelque chose que l'on sait être imparfait. Et il y a d'autres articles que j'ai publiés, et puis paf, juste après, je suis tombée sur quelque chose, ça aurait été mieux de l'intégrer, et puis ça y était pas, et c'était un manque. Bon, c'était pas un drame non plus, et c'est bien parce que ça permettra de faire un deuxième article. Alors c'est facile peut-être pour moi de dire ça, parce que je suis dans un milieu de recherche assez favorable, parce que j'ai écrit beaucoup, notamment aussi sur mon blog, pour moi-même, et dans d'autres projets. Et j'ai un rapport qui a l'air d'être maintenant facile à l'écriture, voire on a pu me dire que j'étais une femme puissante. Je déteste ça, vraiment je déteste ça. C'est ne pas se rendre compte du travail qu'il y a eu pour faire émerger cette parole. Et qu'écrire aujourd'hui des choses de premier jet, ça c'est pour mon blog, c'est jamais mes articles. Un article universitaire ne peut pas être un premier jet, et les articles de blog sont pour du blog, c'est très très différent, c'est absolument pas le même genre d'écriture. Et puis il y en a que je travaille de toute façon beaucoup, d'autres moins, ça dépend, je fais ce que je veux, c'est mon blog. Mais je sais pas, enfin, 4 ans d'agrég, 50 thèses maintenant, pas de vacances depuis 15 ans. Bon, enfin, j'ai travaillé, on va dire, le fond, la forme. Il n'y a pas de puissance.
Il y a du boulot qui en fait a été accumulé et il n'est pas impossible que j'ai bossé plus que d'autres. Parce que justement je me sentais particulièrement illégitime. Enfin, je me suis pris dans la gueule l'échec à Normal Sup, euh, qu'on me dise que j'étais intelligente au lycée et de me prendre des tôles, de pas comprendre ce qu'on me demandait, échec répété donc à Normal Sup, échec à la Greg, d'avoir en plus souvent des rapports très conflictuels avec mes enseignants, pas tous, évidemment. Mais bon, enfin, il y a... Voilà, enfin... Bon, on a le droit de se relever, quoi. On a le droit de se relever, de travailler à partir de ce qu'on va identifier comme faisable, possible et intéressant pour soi et pour les autres. Et ça donne peut-être une illusion de puissance. En fait, c'est peut-être une fuite acharnée dans le travail. Je sais bien que s'il n'y avait pas l'art, la science, la littérature, je n'aurais pas vraiment de raison de vivre. Et dans un monde où cela disparaîtra, je disparaîtrai aussi. Mais il y a cette possibilité en fait de se raccrocher à ces idéaux, aussi précaires soient-ils, pour avancer. Et bon, c'est peut-être quelque chose d'assez christique, hein, là, ou enfin messianique, euh, que, que je propose, mais quand on se lance dans des parcours qui demandent une telle abnégation, peut-être qu'il faut bien avoir l'idée de cette passion, et là je prends vraiment la passion dans les deux sens. Ne l'est pas au burn-out, n'allez pas vous faire souffrir à ce point-là, mais travaillez sur votre orgueil, quoi. Travailler sur l'orgueil, je pense que c'est vraiment... et travailler sur l'orgueil, c'est penser à soi pour s'en débarrasser, et c'est s'oublier, très franchement. Il faut s'oublier dans l'écriture et dans le travail. Il faut... Alors la monographie doit beaucoup m'y aider, je pense à Renan, je pense pas à moi, et je ressemble pas à Renan. J'espère pas. Il y a des points communs. Il m'a transformée, mais vous avez cette possibilité de réfléchir au travail pour le travail et de vous absorber dans celui-ci. Et il faut vraiment tendre vers cette absorption, alors sans se mettre en danger, sans aller vers la souffrance au travail, parce qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus mortifère pour les artistes et les chercheurs et les chercheuses, où on nous en demande beaucoup. Mais je crois que si on pense projet, on arrive à gagner quelques petits leviers pour s'en abstraire aussi de cette pression, de la publication pour la publication par exemple. Pourquoi on fait cet article? Pourquoi on veut écrire ce texte? C'est quoi l'idée derrière? Pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dessous? Mais bien sûr qu'il y a un truc intéressant. Il faut le montrer. Il faut le montrer parce que c'est pas intéressant parce que c'est vous qui l'avez écrit. Il faut que ce soit intéressant pour quelqu'un d'autre. Personne n'attend personne. Vous savez, hein, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, la Gavalda. Anna Galvaudé. Personne ne vous attendra. Personne ne m'attend. Par contre, vous pouvez vous dire, il y a de la beauté dans le monde, et il y a de l'intérêt, et il y a quelque chose qui va fonctionner là, et c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Et ça, c'est un parcours individuel, mais c'est aussi un parcours collectif. Comment on fait pour laisser quelques traces de passage, d'intérêt, de choses solides, d'un truc qui va peut-être un peu plus durer pour quelques personnes qui vont peut-être pas être nombreuses, non pas pour soi exister, mais pour que ça fasse quelque chose de positif à ces gens-là. Alors positif parce que un article c'est super, vous avez fait un boulot qu'une personne va utiliser, mais ça c'est génial. Bien sûr que ça va montrer, après vous allez peut-être être cité machin, ça c'est pas l'intérêt, l'intérêt c'est vous avez été utile et vous vous inscrivez dans une communauté scientifique ou dans une communauté d'artistes. Vous avez fait quelque chose qui permet de toucher ou de faciliter la vie à quelqu'un. Il n'y a pas d'autre raison de bosser. Et je me demande s'il y a d'autres raisons d'exister que s'absorber ainsi dans quelque chose qui va nous dépasser. En tout cas, moi, je n'en vois pas. Si la vie doit être quotidienne... Bon, j'espère ne pas avoir été trop dure dans ces quelques mots, mais en tout cas, c'est comme ça que je bosse. Absorption dans le travail, mais on dort, mais on mange, hein, voilà. On est des corps, et ça, faut pas l'oublier. On a une santé mentale qui parfois est précaire, il ne faut pas l'oublier. On prend soin de soi, et pas comme Carnet. Mais et c'est pour ça que j'écris aussi à côté de la thèse, parce que c'est une très belle façon pour moi de prendre soin de moi et d'alterner les écritures. Mais il faut pas croire, hein, c'est pas toujours facile. Et il m'arrive d'interrompre des textes ou des lettres parce que je pleure.
c'est pas forcément facile. Par contre, ça permet d'avancer, d'avancer. On sait pas toujours où, mais il faut bâtir un truc là, parce que ça va pas bien se passer. Je vous dis à bientôt. Et faites pour le mieux, on peut peu.